Merci d'être Bonjour. présent. Nous allons attendre encore quelques instants qu'un grand nombre de participants. Vous êtes très nombreux et on vous en remercie, hein. Donc, on va attendre encore 1 ou 2 minutes et pas trop quand même parce que le sujet est dense, assez complexe et c'est, je pense, pour ça que vous êtes aussi nombreux. Allez. Il est 11 heures, nous sommes dans le timing. Donc, encore une fois, bienvenue à tous pour ce sujet qui est un gros sujet actuellement, qui a fait écrire beaucoup d'encre et qui fait encore écrire beaucoup d'encre à nos avocats également et des réflexions à nos juristes et nos GP, les congés payés et la maladie professionnelle, donc qui a application depuis le 24 avril 2024. Nous serons deux à présenter ce webinaire. Donc, Karine Lavarello qui se présentera après et moi-même. Donc, Laetitia Livolsi qui, comme vous le savez, juriste au sein du groupe Exco Nexium qui est situé dans le Grand Est. Donc, on couvre d'Épinal, Nancy, Metz, Thionville, Strasbourg, Paris. Nous faisons partie du réseau que Karine va présenter juste après que je vous présente le programme d'intervention. Voilà, alors nous allons aborder les nouvelles règles d'acquisition des congés payés, hein, cette mesure phare de la loi DADU. Ensuite, nous allons accentuer, et Karine accentuera sur les notions à connaître en matière de congés payés. Et il faudra être très attentif parce que ce sont les éléments qui vous permettront de faire l'analyse de vos dossiers chez vous. Ensuite, nous aurons 2 cas pratiques que je présenterai et pour lesquels j'essaierai d'être claire, en tout cas dans le maximum que l'on peut. Enfin, nous ferons les actions en réclamation et la règle du paiement des congés payés. Donc, Karine, je vais te laisser présenter le réseau et commencer notre étude. Parfait, merci Laetitia. Donc, moi, c'est Karine Lavarello. Je suis la juriste en droit social du cabinet Saint-Étienne, situé dans la Loire. Aujourd'hui, EXCO est donc un regroupement de cabinets d'expertise comptable et d'audit qui est classé dans le top 10 des réseaux pluridisciplinaires en France. Et nous regroupons 3000 collaborateurs, 140 bureaux et sommes présents dans 17 pays. L'accompagnement d'EXCO, c'est vous accompagner, vous, employeurs et entreprises, sur l'ensemble du cycle de vie de l'entreprise. Et la force évidemment du réseau, c'est la mutualisation de nos connaissances et des moyens techniques. Aujourd'hui, nous avons un ancrage local. Chaque cabinet a son implantation géographique, mais nous avons une capacité d'action nationale. Aujourd'hui, j'ai le plaisir donc de co-animer ce webinaire avec Laetitia et donc nous commençons tout de suite par les apports de la loi DDA-DUE. Donc cette loi est venue effectivement modifier, l'acquisition des congés payés et notamment, les règles d'acquisition de ceux-ci. Note surtout le premier sujet et qui vous intéresse majoritairement, c'est en ce qui concerne les suspensions de contrat pour maladies non professionnelles. Puisque jusqu'à présent, dans le droit commun, hors convention collective évidemment, les salariés n'avaient pas le droit d'acquérir des congés payés pendant leur période de maladie non professionnelle. Donc cette loi est venue modifier les choses. Elle est également venue modifier les choses en ce qui concerne l'accident du travail, puisque l'acquisition des jours de congés payés était limitée à la durée de 1 an de l'arrêt de travail et qu'aujourd'hui, cette limitation de durée n'existe plus. Elle modifie les informations que doit donner l'employeur en matière de congés payés à ses salariés, puisqu'elle crée un réel droit d'information que l'employeur va devoir donner à ses salariés et nous le développerons tout à l'heure. Elle pose un droit à report ou un simple décalage du droit à congé payé quand le salarié est dans la période de prise. Aujourd'hui, seule la jurisprudence vraiment avait prévu ce droit à report, mais le code du travail ne le reprenait pas. Et enfin, elle précise et elle encadre, on va dire, les possibles réclamations des droits des salariés.
On vous a retranscrit dans un tableau les nouvelles règles d'acquisition des congés payés. Pour tout le reste du développement du webinaire, nous ne nous attarderons pas sur tout ce qui est relatif à l'origine professionnelle de l'arrêt de travail. Donc tout ce qui va être accident de travail, maladie professionnelle ou trajet ne seront pas développés dans les slides ultérieurs. Pour autant, nous vous l'avons rappelé quand même dans ce premier tableau. En ce qui concerne donc la maladie non professionnelle, sont concernés par les nouvelles règles d'acquisition de ces congés payés tous les salariés qui sont sortis depuis le 24 avril 2021 jusqu'à ce jour et les salariés qui sont encore en poste. Ces salariés-là vont pouvoir acquérir 2 jours ouvrables de congés payés sur leur période de maladie, sachant que nous allons apprécier les périodes d'acquisition par période de 4 semaines, comme le précise la loi. Aujourd'hui, il est d'usage, entre guillemets, de parler d'acquisition de congés payés par mois de travail. En réalité, le code du travail fait référence à une période de 4 semaines. C'est pour ça que nous avons indiqué droit acquis par période de 4 semaines. La retranscription en jours ouvrés des 2 jours ouvrables, c'est 1,67 jours ouvrés. C'est simplement la formule légale des 2,08 jours qui est retranscrite par rapport à ces 2 jours ouvrables. La limitation de durée jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi, donc c'est-à-dire par application de la jurisprudence que nous connaissons du 13 septembre 2023, il y avait une limitation dans le temps sur l'acquisition, c'est-à-dire que le salarié pouvait acquérir que jusqu'à 24 jours ouvrables de congé. La loi est venue changer un petit peu les choses en considérant qu'il n'y a plus cette limite de 24 jours ouvrables. Donc un salarié qui cumule sur une période d'acquisition de congés payés des périodes de maladie et des périodes de suspension, de travail effectif, pardon, pourra avoir un droit à congé payé à la fin de la période supérieure à ces 24 jours ouvrables. Pour ce qui concerne l'accident du travail ou la maladie professionnelle ou l'accident de trajet, la nouvelle règle d'acquisition des congés payés va concerner les salariés qui sont en poste depuis la publication et l'entrée en vigueur de cette loi le 24 avril 2024. Et les salariés n'acquièrent non pas 2 jours ouvrables de congé, mais 2,5 jours ouvrables de congés payés sur leur période d'arrêt de travail. Et ils acquièrent à durée indéterminée et non plus dans la limite d'1 an qui était la limite codifiée jusqu'à ce jour. En cas d'arrêt de paternité ou d'accueil d'enfants, tous les salariés qui sont en arrêt depuis la publication de la loi vont aussi acquérir des jours de congés payés dans la limite du droit légal de 2,5 jours ouvrables ou de 2,08 jours ouvrés. Quand on parle de congés payés, vous avez des notions, à connaître nécessairement pour comprendre les choses. Les notions à connaître, c'est que quand on parle de congé, la première chose, c'est la période d'acquisition. C'est donc la période sur laquelle le salarié va acquérir des congés. Au niveau du code du travail, cette période s'étend du 1er juin N au 31 mai N+1. Bien évidemment que cette période peut être revue soit par accord collectif d'entreprise ou par vos accords de branche. Cette période-là, pour le développement futur de notre présentation, s'appelle la période d'acquisition, la période PA. Une fois que cette période d'acquisition est passée, le salarié va devoir prendre ses congés. Et cette fois, c'est la période de prise. C'est la période au cours de laquelle le salarié va pouvoir solder les 30 jours de congés qu'il a acquis ou moins en fonction des périodes d'absence qu'il a pu avoir sur la période d'acquisition. Et cette période, elle s'étend du 1er mai au 30 avril N+2. Quand nous sommes dans la période de prise des congés payés, il peut y avoir effectivement une suspension du contrat de travail à ce moment-là. Si le salarié est encore dans la possibilité jusqu'au 31 mai de l'année N de prendre ses congés, dans ce cas, on parle d'un décalage des congés payés. Le salarié avait positionné ses congés payés, il est en arrêt de travail, il n'a pas pu les prendre. Il peut quand même les prendre encore jusqu'au 31 mai, il lui reste un temps suffisant pour les solder. C'est le décalage des congés payés. En revanche, si le salarié n'a plus de possibilité de prendre ses congés parce que nous sommes au 30 ou au 15 mai et qu'il lui restait encore 20 jours à solder, cette fois, il n'est plus dans la possibilité de les prendre avant le 31 mai, donc on parlera de report des congés payés. La question à se poser en termes de report, c'est quand va commencer le délai de report de mes congés payés, puisque c'est ce que nous met en application cette nouvelle loi notamment. J'ai un délai de report qui commence à une période différente en fonction de la durée de mon arrêt de travail.
Si j'ai un arrêt de travail supérieur à 1 an sur ma période, je vais avoir effectivement un report qui va commencer à la fin de ma période d'acquisition. Donc celle qu'on a vue qui s'appelle la PA. Et si j'ai un arrêt qui est supérieur à 1 an, dans ce cas, je dois attendre le retour de mon salarié absent pour l'informer de ses droits à congés payés, qu'on verra dans la slide suivante. Et à ce moment-là, va démarrer mon délai de report une fois que j'ai donné mon information. Et mon délai de report est de 15 mois dans les deux cas. Ce nouveau droit à l'information, il est donc issu de cette loi, et l'employeur est donc dans l'obligation pour pouvoir faire démarrer ce délai de report et donc surtout, l'intérêt pour vous, c'est de pouvoir dire qu'à l'issue de ce délai de report, moi, employeur, je pourrais supprimer les congés payés de mes salariés qui n'ont pas été pris. Donc ce délai va courir à la fin de mon arrêt de travail, donc le jour où mon salarié reprend le travail. Je vais devoir lui faire une information écrite, bien évidemment avec une preuve par tout moyen qu'elle a été faite, hein. Donc vous pouvez faire un mail avec accusé de réception ou un recommandé ou un courrier remis en main propre contre signature et je vais l'informer, du nombre de jours de congé dont il dispose et de la date butoir pour les prendre. Je laisse la parole à Laetitia pour les exemples qui vont vous permettre de mettre en application ces notions. Laetitia, on ne t'entend pas. Tu as dû couper ton micro. Et oui, je l'avais coupé pour éviter que tu entendes les bruits derrière. Merci beaucoup, Karine. Alors, effectivement, je vais essayer de vous présenter 2 cas pratiques, en fait, pour que vous compreniez l'ensemble de notions que Karine vous a expliquées juste avant. Donc, vous avez les termes qui ont été utilisés, hein, période d'acquisition, donc qui reflète 1er juin, 31 mai 2024. Les périodes de prise un peu en décalé sur le légal, on est au 1er mai jusqu'au 30 avril. Mais attention, je réitère ce que Karine a dit, il existe des dispositions conventionnelles ou des usages qui peuvent changer ces périodes de prise ou ces périodes d'acquisition. Et on a notre salarié qui est en arrêt de travail inférieur à l'année d'acquisition. Regardez, notre salarié est absent du 10 octobre 2023 au 25 avril 2024. Donc, on est bien dans la logique qu'il a un arrêt de travail inférieur à la période d'acquisition du 1er juin au 31 mai 2024. La règle est la suivante. Comme vous l'a dit Karine, l'employeur doit informer le salarié de ses droits à congé. Oui, mais lesquels et quand va-t-il pouvoir les prendre? Lesquels? Ceux qui ont été acquis avant l'arrêt maladie et avant la période d'acquisition qui s'est clôturée au 31 mai 2023. Il est possible qu'il lui reste des congés payés à prendre. Donc là, l'employeur, dans son courrier, va dire « Monsieur Untel, Madame Untel, il vous restait X jours de congés payés avant votre arrêt, avant cette période d'acquisition. Eh bien, vous avez, à partir de la réception de ce courrier, 15 mois pour les prendre. » Par ailleurs, l'employeur va avoir à faire quoi? Eh bien, il va lui dire, grâce à cette nouvelle loi DADU, pendant ton arrêt maladie, tu vas avoir acquis ou vous allez avoir acquis X jours. Et ces jours de congé-là, qui sont acquis pendant la période d'acquisition, la première qui est sur votre slide, seront à prendre à compter, normalement, à compter du 1er juin 2024, du 1er mai 2024, période de prise, pardon, excusez-moi. Donc, en fait, il y aura 2 informations à transmettre. Donc là, on est dans le cas numéro 1 où l'arrêt est inférieur à une durée d'acquisition et voici les informations que vous allez devoir leur transmettre. Le cas numéro 2, ne vous effrayez pas et ne partez pas tout de suite. Il est un peu plus complexe et je vais vous en parler avec des codes couleurs. En fait, on est parti du principe pour que vous ayez une vision large de ce qui peut se passer dans votre vie d'entreprise. Mais encore une fois, je ne l'ai pas dit au début, mais n'hésitez absolument pas à revenir vers l'ensemble de vos conseils de chacun de vos cabinets du réseau pour qu'ils puissent vous aider et vous accompagner dans la lecture complexe de ce texte et vos cas spécifiques. Donc là, on va prendre notre cas qu'on a créé de toutes pièces pour vous expliquer comment on va gérer un arrêt de travail qui perdure sur une durée supérieure à une période d'acquisition d'1 an. Donc, nous avons notre PA1
qui est en orange. Je vais vous parler en code couleur. Donc, notre PA1 en orange, notre PA2 en vert, donc là, qui est une PA2 complète, notre PA3 en bleu et notre PA4 en bordeaux. Le salarié, vous le voyez dans l'encart juste au-dessus, est absent sur ces 4 périodes, d'accord, prolongées. Il va falloir séquencer votre analyse. Première partie de l'arrêt, donc notre PA1 orange, l'arrêt est donc d'une durée inférieure à 1 an. Cette PA1, elle n'est pas couverte complètement. Alors, on reprend le principe de la slide précédente et on dit, voilà, eh bien, monsieur, à la date du retour, donc qu'il a, en l'occurrence, c'est le 6 avril, donc il a 1 mois, vous avez 1 mois en tant qu'employeur pour l'informer, monsieur, vous aviez acquis des congés, donc avant la PA1 que vous n'avez pas pu prendre pendant la PA1 grâce à la loi DADU, vous avez 15 mois à partir de la remise de ce courrier pour prendre ces congés-là. Notre PA2, qui est là la particulier d'un arrêt supérieur à la période d'acquisition des CP. PA2 verte. Vous pouvez voir dans l'encart en vert suivant, en fait, donc l'arrêt couvre bien l'intégralité de cette période. Et la particularité, quand ça couvre l'intégralité de cette période, c'est que l'information part automatiquement à l'issue de cette période, c'est-à-dire du 1er juin et cependant 15 mois, jusqu'au 31 août 2023. Et là, si votre salarié ne reprend pas pendant cette période et dans ce délai de 15 mois de report, eh bien, comme vous pouvez le constater, au 31 août, il était toujours en maladie puisqu'il ne revient qu'en 2024, eh bien là, les droits seront périmés, donc seront perdus. Notre PA3, qui, vous pourriez me dire, bah oui, bah c'est la même chose, c'est bon, il est absent 1 an. Eh bien non, justement parce que dans cette hypothèse-là, donc notre délai de 15 mois part effectivement, comme le cas d'avant, à partir du 1er juin 2023, automatiquement et pendant 15 mois, mais le terme étant le 31 août 2024 et que notre salarié revient le 7 avril 2024, alors, s'il est dans la possibilité de prendre ses congés, il les prendra jusqu'au 31 août 2024. Donc là, ses droits ne seront pas perdus. Ils pourront éventuellement être perdus, sauf cas particulier de vos dossiers. Attention, hein, ce n'est pas automatique ça. Hein. Mais ils pourront éventuellement être perdus si vous l'avez mis dans la possibilité de les prendre au 31 août 2024, mais pas avant. Enfin, notre PA4, le salarié ne couvre pas par son arrêt de travail une durée intégrale d'1 an, mais moins, donc il revient avant, et bien là, tout simplement, c'est une période d'acquisition. Votre salarié a acquis des droits par l'heure de la maladie grâce à la loi DADU, hein, et donc là, il pourra tout simplement les prendre à partir du 1er mai 2024 jusqu'au 30 avril sans problématique, tout comme le droit commun l'indique. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est par rapport à ça que les droits peuvent être perdus, oui, sur des périodes où il y a plus d'1 an et que votre salarié malade ne revient pas pendant cette période. Ce qu'il faut retenir également, c'est que je vous l'ai indiqué, il faut séquencer vos arrêts. C'est impératif pour pouvoir faire l'application du cas numéro 1 et l'application du cas numéro 2 en cumulé. Je vais passer ensuite aux actions en réclamation. Alors, les actions en réclamation, ce qu'il faut vous dire, donc, peuvent porter avant le 24 avril 2024. Mais comme la loi a fait simple, tout comme le calcul des droits d'avant, on va pouvoir le salarié en poste et puis il y aura le salarié sorti. Parce que si on fait simple, ça ne va pas, forcément. Donc, le salarié en poste, comment ça se passe? Ce n'est pas un droit qui vient automatiquement. En fait, il faut une demande de votre salarié. Voilà, donc ça ne sert à rien d'anticiper. Il faut attendre éventuellement que les jeunes viennent vous réclamer, soit par une action en justice, donc dans le délai de 24 mois à compter de cette loi, donc jusqu'au 24 avril 2026, vos salariés pourront venir vous réclamer ces droits, les salariés en poste. Et surtout, attention, ça ne donne pas le droit à une indemnisation. Et ça, c'est le mot d'ordre. Quand un salarié est en poste, c'est le compteur qui va être agrémenté, ou les compteurs en fonction du logiciel paye. Mais en tout cas, ils n'ont pas le droit à une indemnisation. Donc, pendant 2 ans, ils vont pouvoir réclamer, et ils vont pouvoir réclamer quand? Effectivement, ils vont pouvoir réclamer une créance, enfin un nombre de droits, depuis le 1er décembre 2029 jusqu'au 23 avril 2024.
Et vous l'aurez Le 1er compris, décembre 2009, du coup. 1er décembre 2009, oui. Et en plus, je réinsiste, et tu as raison, Karine, erreur, mais du coup, je réinsiste, on parle bien de 2009. Hein. Je ne parle pas de 2019, mais je parle bien de 2009. Mais vous l'aurez compris, par le jeu des périodes ou des arrêts maladie de longue durée, il se peut que le salarié ait perdu un certain nombre de droits. Donc là, je réinsiste, et c'est important, même si vous faites le calcul de votre côté, hein, parce que vous avez les compétences pour les faire, n'hésitez pas à revenir vers vos conseils pour une certitude, pour pas qu'on donne trop de droits et pour pas qu'on n'en donne pas assez, j'ai envie de dire. Donc revenez vers ça. Et enfin, en ce qui concerne le nombre de jours ouvrables, donc jusqu'au 24 avril, comme avait dit Karine, 2024, normalement, c'était 4 semaines maximum. Donc, c'est pareil. Il se peut que par certains jeux de congés payés, ils avaient eu suffisamment de droits pour ne pas pouvoir en prétendre, et ce, quand bien même ils étaient en maladie non professionnelle. Maintenant, la réclamation pour les salariés en sortie. Alors là, il y a encore des interrogations. Et il y a eu encore des formations par des avocats et il y a encore quelques incertitudes. Mais là, à aujourd'hui, on va vous présenter ce que nous, l'on sait. Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce que peut faire un salarié sorti? Un salarié sorti peut, comme un salarié en poste, faire une action en justice, réclamer ses droits. Et là, évidemment, il ne va pas réclamer un nombre de congés payés sur un compteur de bulletin de paye, puisqu'il n'a plus de bulletin de paye chez vous, mais il va bel et bien réclamer une indemnisation de ces jours. Quand va-t-il pouvoir le faire? L'action en réclamation peut être faite à partir du 24 avril pendant 3 ans. Et il ne pourra le faire, et cette réclamation ne sera recevable que si sa période de rupture de contrat de travail se trouve entre le 24 avril 2021 et le 24 avril 2024. Et si sa demande est recevable, alors il pourra faire une revendication de ses droits sur une période de 3 ans seulement. Donc 3 ans avant le 24 avril, avant sa date de rupture. Je vous le précise quand même et rapidement pour ceux qui sont spécialistes paye, il faut, ou juristes d'ailleurs, hein, là, à ce moment-là, l'interrogation qui est en suspens à aujourd'hui, c'est de savoir si le fameux délai entre le 24 avril 2021 et le 24 avril 2024 s'impose à eux. C'est-à-dire, est-ce que si leur contrat de travail est rompu dans cette période, hors de cette période, c'est-à-dire avant le 24 avril 2021, ils ne pourraient pas quand même agir. Et là, on a des avocats de part et d'autre qui s'opposent sur cette possibilité. Mais partez du principe à aujourd'hui, parce qu'on n'a aucune certitude, les salariés, aujourd'hui, source sûre pour le moment, sans débat et sans jurisprudence, il faut que leur contrat ait été rompu entre le 24 avril 2021 et le 24 avril 2024. Voilà. Je ne vous en dis pas plus. Je vais passer aux modalités de calcul donc, de la réclamation des droits. Eh bien, tout comme il l'est actuellement pour calculer une indemnité ou une rémunération de congé payé, il y a un distinguo à faire entre la méthode du 10e et la méthode du maintien de salaire, sauf que la petite particularité porte sur la méthode du 10e, parce que les règles d'indemnisation des droits acquis en période de maladie non professionnelle évoluent en disant, voilà, on prend l'enveloppe du 10e, mais à hauteur de 80% seulement. Mais comme il faut faire le comparatif avec la méthode du maintien de salaire, vraisemblablement, dans la plupart des cas, ça sera la méthode du maintien de salaire qui sera utilisée. On a essayé peut-être de vous faciliter la tâche sur les réflexions à faire lorsque vous allez traiter un de vos dossiers. En fait, on a 9 questions à se poser. La première, c'est le salarié est-il en poste ou sorti? Est-ce que c'est avant 2024? Il faut que je vérifie les compteurs pour être sûr qu'il avait peut-être déjà 4 semaines ou pas 4 semaines. Quelles sont les dispositions conventionnelles à la matière? Puisqu'il y a des dispositions conventionnelles qui étaient beaucoup plus favorables à ce qui s'appliquait actuellement. Et sachant qu'il faut faire un comparatif, dispositions conventionnelles comparées à la loi, mais pas l'application des deux. Quelle est la période de référence au sein de votre entreprise? Parce que nous, on parle du légal, donc avec notre période d'acquisition 1er juin 31 mai et la période de prise 1er mai 30 avril, mais il y a des usages qui existent dans cette entreprise. Ensuite, attention, est-ce que vous donnez des congés par le biais de jours ouvrables ou jours ouvrés? C'est 24 jours ouvrables,
20 jours ouvrés avant le 24 avril 2024. La durée, comme je vous l'ai montré, cas pratique numéro 1, cas pratique numéro 2, possibilité de perdre des droits dans les arrêts de plus d'1 an, impossibilité dans les arrêts de moins d'1 an. Est-ce que le salarié a réclamé son droit? Parce que s'il n'y a pas eu de réclamation ou de revendication devant la justice, ce n'est pas une obligation. Est-ce que le salarié a agi dans le délai imparti? Sur quelle période peut-il réclamer? Sur quelle période de travail de maladie existe pendant la période de référence? Comment calculer la rémunération? Ce que l'on vient de voir juste avant. Et enfin, comment calculer une indemnité compensatrice de congés payés? Voilà. Encore une fois, ce webinaire n'avait pas vocation à rentrer dans l'ensemble de la particularité de vos dossiers, dans vos cas d'espèce que vous connaissez en entreprise. On est là, en tant que juriste, chacun, évidemment, auprès de son conseil respectif et du cabinet pour lequel il s'est inscrit, revenez vers eux. C'est important. Mine de rien, on a l'impression que ce n'est pas forcément complexe, mais c'est très technique. Il faut utiliser régulièrement ce process. En tout cas, je parle pour les revendications avant le 24 avril 2024, puisque maintenant, à partir du 24 avril 2024, vos compteurs, en tout cas les logiciels paye, vont se mettre à jour et se mettre à jour progressivement. Donc, si vous aviez des questions, on va peut-être avec Karine y répondre. Oui. On a quelques questions qui ont été posées. Merci. Alors, il y avait Olivier Rosan qui dit: que se passe-t-il si le salarié ne prend pas les congés dans les délais prévus au niveau de votre cas numéro 1? C'était lors de votre slide cas numéro 1. Alors, je vais me mettre sur la après, scène. en Karine, fait, je te laisse répondre. en termes de congés payés, cette loi ne révolutionne pas ce qui existe aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut bien se rappeler et se recentrer sur quelle est l'obligation en matière de congés payés. L'obligation incombe à l'employeur de faire prendre ses congés payés à son salarié. L'employeur doit informer de toute façon avant la période d'ouverture des congés payés, donc le 1er mars au plus tard de l'année N, l'ensemble de ses salariés de la période de prise et des modalités de prise. À défaut, l'employeur ne pourrait pas, de toute façon, supprimer les congés payés qui n'ont pas été pris par le salarié si l'employeur ne lui a pas laissé l'opportunité de les prendre. Alors de dire que la période est ouverte et que chacun les prend quand il veut, c'est une possibilité pour l'employeur. Après, l'idée, c'est qu'effectivement, si le salarié ne prend pas ses congés, à un moment donné, il faut l'alerter qu'il faut qu'il les solde avant telle date. Si ces informations-là ne sont pas formalisées, avec date certaine de la formalisation et de la portée à connaissance de ces salariés, on ne pourra jamais supprimer les congés qui ne sont pas pris. Cette nouvelle obligation d'information qui pèse sur l'employeur et qui fait partir le délai de report permet justement de faire une information individualisée aux salariés et qui pourra permettre à l'employeur de supprimer les congés éventuellement. Mais s'il ne les prend pas et que moi, employeur, je n'ai pas pris toutes les mesures pour qu'il les prenne, on reste dans la situation d'aujourd'hui, à savoir le salarié conserve son compteur et ce compteur se reporte l'année suivante. Je vais juste rajouter, moi, techniquement, si effectivement tout ce qu'a dit Karine est bien respecté et que l'employeur le respecte, vous voyez, par exemple, dans notre période d'acquisition de CP numéro 3, où il a jusqu'au 30 août 2024 pour les prendre. Si vous avez respecté tout le préalable que Karine a soulevé, rien ne vous empêche, dans votre courrier, et respecter le fameux délai d'1 mois pour imposer les congés, mais de lui faire prendre les congés payés, ceux-là, avant même les autres pour le mettre dans la possibilité de le faire. Vous voyez, en fait, ça va être une organisation, à mon avis, ça a encore un peu redécalé sur la responsabilité à l'employeur, mais c'est stratégiquement par rapport à l'organisation de votre entreprise et par rapport à la gestion des absences de votre personnel que vous allez réfléchir si effectivement, vous allez imposer ou non vos congés, mais encore une fois, comme disait Karine, à la condition que l'ensemble du préalable, l'ouverture de la période de prise, de la période d'acquisition, les demandes de congés soient formalisées par vos salariés. Camille, peut-être une autre. Alors ensuite, est-ce que les congés trimestriels sont également concernés? CCCHRS. Non, non, pour moi, c'est uniquement les congés payés de droit commun qui sont visés par cette loi sur l'acquisition. Après, il faut regarder sur les congés conventionnels, quelles sont les règles conventionnelles d'acquisition de ces congés payés. Je partage ton avis, Karine, effectivement. J'ai
Christelle qui pose la question, dans le cadre du bâtiment caisse congé payé, quel sera le coût pour l'entreprise et sur la période rétroactive? Alors, là, Alors, ça va être simple. En fait, alors, nous ne sommes pas, on va dire, nous ne faisons pas partie de la caisse des congés payés. La seule chose qu'on va pouvoir vous dire là, concrètement, c'est qu'effectivement, il va très certainement y avoir un coût parce que j'en ai entendu parler par nos clients du BTP et par les courriers qui sont transmis actuellement. Néanmoins, le coût va être augmenté parce qu'en fait, c'est vraisemblablement, et ce qui est le cas, c'est la caisse des congés payés qui va gérer tout ce qui est courrier d'information, rappel, comme elle traite actuellement les congés payés, elle le fera pour justement cette période de maladie non professionnelle. Donc, oui, il va y avoir un coût, mais nous, là, on n'a pas l'information sur le montant. Mais écoutez, dès qu'on l'a, la première des juristes du réseau fournira l'information à d'autres, en espérant que ça ne soit pas par région ou par région, et on transmettra l'info et votre juriste ne manquera pas de revenir vers vous. très bien, on va encore prendre 2 questions. Il y en a pas mal qui sont posées là. Si je remonte un peu, pardon, il y avait Sébastien qui demandait: est-ce rétroactif avant le 24 avril pour les employés en accident du travail absent avec un arrêt en cours, cas pratique un employé en arrêt pour accident, maladie non professionnelle depuis le 24 mars? Alors, pour l'accident du travail, c'est pour l'avenir. En tout cas, on a cette notion-là en tête pour le moment et on n'a pas de contre-indication par texte. Alors, c'était quoi la deuxième question? C'était le fait qu'il ait son arrêt maladie 24 mars 2024 et 25 avril 2024, par exemple. Est-ce rétroactif avant le 24 avril pour les employés en accident du travail absent avec un arrêt en cours, cas pratique un employé en arrêt pour accident, maladie non professionnelle, depuis le 24 mars? Oui, alors en fait, Avant. déjà la question, Oui. enfin, l'arrêt de travail, il était déjà ouvert, enfin, il ouvrait déjà L'accident des du droits, travail. puisqu'à l'accident de travail, on ouvre des droits déjà Oui. pendant 1 an à congé payé. Donc déjà, la question de l'ouverture des droits, elle existait déjà. La non-rétroactivité, c'est sur la limitation du délai d'1 an, où ça ne rentre pas en vigueur avant la publication de la loi. Mais ce salarié-là, en tous les cas, si on parle bien de l'année 2024, en mars, il avait déjà le droit à ses congés payés, parce que il était là, si on fait le bilan au 31 mai, mars, avril et mai étaient déjà, il y avait déjà de l'acquisition de congés payés sur cette période, puisqu'on était dans le délai d'1 an qui existait avant la publication de la loi. Ouais. Ok. Si c'est ça la question, il n'y avait Si c'était ça la pas. question, oui, parce Je qu'après, pense. il y a eu de la maladie non pro, Camille, non? Oui. Tu parlais pas en même temps de la maladie non pro dans le Ouais, dossier? un accident, maladie non pro. Ouais. Alors, je propose à la personne qui a Oui. posé cette question de se rapprocher de son juriste. Alors, non pas qu'on botte en touche, Karine a raison, de toute façon, là, pendant 1 an, de toute façon, elle aurait acquis des congés payés sur l'année. Et s'il y a un lien avec la maladie non pro, rapprochez-vous de vos juristes pour être plus précis et ça sera peut-être plus simple à l'oral parce que, comme je vous l'ai expliqué, c'est très compliqué. C'est assez complexe d'expliquer justement ces demandes par écrit. Je pense que là, ça nécessite encore plus de contacts téléphoniques, voire humains, pour répondre à ce type de questions et ramener vos dossiers auprès de votre juriste ou du collaborateur paye qui traite votre dossier d'ailleurs. Hein. Et comme l'a dit Laetitia au début du webinaire ou en cours, voilà, n'oubliez surtout pas qu'en fait, on est vraiment là pour vous accompagner, que c'est le salarié qui doit vous demander. Ne faites pas une généralité de départ en tous les cas, ou faites-nous chiffrer si vous voulez, rapprochez-vous de vos gestionnaires de paye pour qu'on vous chiffre l'éventuel coût supplémentaire de faire un rappel de congé payé. Ça ne concerne peut-être pas une majorité. Disons que chaque cas est particulier. C'est pas parce que un de mes salariés, lui, aura le droit à un compteur congé de 60 jours en plus à réalimenter, que l'autre, qui n'est pas tout à fait dans la même situation, avec le délai, la joie de cette gestion de délai, d'arrêt de moins d'1 an, plus qu'1 an, etc. Ça, c'est vraiment, il faut vraiment être purement juriste, entre guillemets, pour apprécier toutes les teneurs de la loi. Là, on vous a exposé rapidement pour que vous ayez une information globale, mais pour le reste, revenez vraiment vers nous dans vos départements. On fait une dernière question pour respecter notre timing. On avait: si une salariée enchaîne maladie et congé maternité, quand commence le délai de 15 mois pour prendre les congés acquis pendant la maladie?
Bah, en fait, là, c'est pareil. Il va C'est falloir pareil. apprécier la situation par période d'acquisition. Ça. Vous allez reprendre la période d'acquisition. Si la maladie couvre toute une période d'acquisition et que sur cette période, elle est supérieure à 1 an, là, effectivement, on a bien le délai de 15 mois qui commencera à partir de la fin de cette période d'acquisition. Si maintenant, et en général, on a juste 1 mois ou 2 mois de maladie avant le congé maternité, là, déjà, le congé, la maladie ne sera pas supérieure à 1 an. Donc, le délai de report de mes congés couvre à compter de l'issue de la suspension de contrat. Il faut prendre la nature de la suspension. Donc, la suspension de contrat, c'est la maladie. Donc, même si derrière, on enchaîne sur le congé maternité, selon moi, le délai de report est court à compter de la fin de la maladie. Même si en pratique, après, j'enchaîne la maternité qui, elle aussi, fait courir un report de mes congés payés. Donc après, De c'est toute façon, encore à en fait, l'employeur de faire prendre les congés au retour du congé maternité. c'est ça. En fait, l'information, si la question, elle est là, l'analyse, elle est comme Karine l'a dit, l'information est bel et bien le jour de la reprise du salarié, en fait. Entre les deux, même si le motif de l'arrêt est différent, donc que les façons d'acquérir et le délai de report ne seront pas identiques par rapport à la reprise et par rapport à la durée des arrêts, ça sera bien lors du retour que l'information sera faite. Donc, c'est à ce moment-là que vous allez faire l'analyse, en fait, qui va se faire. Donc, comme votre cas numéro 1 et votre cas numéro 2, maladie non pro, moins d'1 an, information au retour, délai de 15 mois qui part, supérieur à 1 an, délai de 15 mois, court à partir du 1er juin jusqu'au 31 août. Vous voyez, ça va être exactement de la même façon. Le jour de la reprise, dans le mois qui suit, vous devez informer votre salarié. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci. Ouais. Juste un petit rappel, c'est que le replay vous sera envoyé automatiquement dès lors que vous étiez présent à ce webinaire. Pour le reste, il sera sur notre chaîne YouTube Exco, évidemment, et le support, comme indiqué dans la conversation. Rapprochez-vous de votre cabinet Exco si vous êtes client Exco, il vous sera transmis. Sinon, je vous ai indiqué l'adresse pour la demander sur simple demande info@exco.fr. On vous enverra bien évidemment les slides. Voilà. Je vous laisse conclure. Merci à tous Merci. de votre présence, en espérant qu'on vous ait éclairé le plus parfaitement possible, même si la perfection n'existe pas. Moi, on vous souhaite un très bel été pour ceux qui l'ont déjà vécu avec le soleil, tant mieux pour eux. Pour les autres régions qui n'ont encore que de la pluie, l'été va arriver. Aujourd'hui, c'est l'été. Il faut être optimiste. Voilà. Merci pour votre présence. Merci à vous. Merci à tous.